de la défense de l'enfance. Elle a écrit de nombreux ouvrages et elle nous fait l'honneur d'être là et de partager avec nous sa vision et que je partage totalement sur les enfants. Donc nous sommes très heureux et honorés qu'elle ait répondu présente à notre appel. Donc applaudissez-la bien fort et vraiment écoutez tout ce qu'elle va nous dire parce que c'est un bel éclairage. C'est mon avis personnel. Non, d'abord, je n'ai pas d'avis sur les enfants parce que loin de moi cette idée. Ah, merci d'être là. Merci d'être là pour les enfants et pour l'enfant que vous étiez. Hier, Mehdi a été abattu en pleine ville. On est tous encore sous le choc. Comment quelqu'un peut tuer un autre? Comment peut-on tuer un jeune de 20 ans? Et à votre avis, est-ce que les auteurs de cet acte se sentent coupables? Probablement pas. C'est parce qu'ils ne se sentent pas coupables d'ailleurs qu'ils ont pu le faire. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ressentent maintenant au fait d'avoir tué quelqu'un? Essayez de vous imaginer. Probablement fiers et probablement ils peuvent avoir éprouvé une jouissance. À vrai dire, la même jouissance qu'un adulte peut éprouver lorsqu'il punit un enfant, lorsqu'il dévalorise un enfant. La même jouissance qui fait que j'ai réussi à mettre la souffrance en dessous, j'ai réussi à me cacher à moi-même la souffrance. Comment peut-on tuer? Comment peut-on bombarder? Comment peut-on abîmer la nature comme nous le faisons? Comment pouvons-nous punir un enfant, l'humilier, le violer, lui faire mal, le blesser? Comment est-ce que c'est possible dans l'indifférence la plus générale? Parce que, regardez autour de vous, on est un petit groupe là. Les réformes des retraites, ça a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde, même pour défendre les animaux, pour défendre la nature. On a quand même vu, avec un peu de retard, les femmes descendre dans la rue. Ça a mis du temps, mais pour les enfants, il n'y a encore pas grand monde. C'est un grand souci. Et nos politiques ne s'y intéressent pas beaucoup. Ils sont occupés à la guerre là-bas, la situation économique, tout ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, le facteur sur lequel ils pourraient jouer et qui résoudrait nombre de leurs problèmes, il est justement vers la petite enfance. Hier, j'ai fait un discours dans une université qui est liée c'est une session spécifique liée à la COP 30. Vous vous rendez compte, depuis que la COP existe, cette grande conversation sur le climat, on n'avait jamais parlé des enfants. À la COP 28, il y a 2 ans, ils ont commencé à parler d'éduquer les enfants à respecter la nature, éduquer les enfants à l'environnement. Mais personne ne s'était jusque-là permis de parler des enfants, des besoins des enfants. Donc hier, j'ai introduit la notion de trauma, la notion de besoin des enfants et comment, peut-être, on pourrait, là, avoir un levier pour changer notre monde. Comment ça se fait que, malgré que les violences envers les enfants soient absolument phénoménales, au minimum, 2 personnes sur 3 ont subi au moins une violence avant l'âge de 18 ans. Une personne sur 8 a subi plus de 4 violences. Les chiffres sont énormes et les dégâts causés par ces violences subies dans l'enfance sont absolument phénoménales. Il y a les violences directes, les viols, les coups, les humiliations. Il y a aussi les violences indirectes, par négligence de leurs besoins. Rendez-vous compte que les enfants d'aujourd'hui ont perdu 25% de leur capacité cardiaque. Est-ce que ce n'est pas une violence que nous leur faisons? Qu'est-ce qui fait que nous les élevons dans ce monde-là
où ils ne peuvent plus développer leurs muscles, ils deviennent hypersensibles à tout parce qu'ils ne développent pas l'intégration sensorielle. Comment ça se fait que nous abîmions autant le cerveau des enfants, le corps des enfants? Un enfant vient au monde aujourd'hui avec 224 produits chimiques dedans. Comment vous voulez qu'il se comporte correctement? 224 produits chimiques dont plus de la moitié sont reconnus comme étant de dangereux neurotoxiques. Alors évidemment, on se plaint de voir aujourd'hui des tas d'enfants qui ont toutes sortes de troubles du comportement, ils sont intolérants à la frustration, etc. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout psychologique. Toute cette anxiété montante, cette dépression, la phénoménale vague de suicides d'enfants, peut-être bien que ce n'est pas psychologique, mais aussi physiologique. Que donnons-nous à manger à nos enfants? Les aliments hautement transformés qui les rendent malades, physiquement et mentalement. Les altérations des habitudes qui font que, pour le confort des adultes, eh bien, on laisse l'enfant assis dans un siège-coq, on lui met une tétine dans la bouche, un écran devant les yeux, et on ne se rend pas compte, ou alors on ne veut pas se rendre compte de à quel point alors on abîme son corps et son cerveau. On ne lui permet pas de se développer correctement. Tout ça, ce sont les violences indirectes que nous infligeons juste parce que c'est plus confortable d'avoir un bébé dans une poussette que de courir après lui parce qu'il a 2 ans, il a envie de bouger, il a envie de marcher. Aujourd'hui, on voit des enfants de 4 ans dans des poussettes. Mais ce sont aussi des violences dont nous n'avons même pas conscience, parce que nous ne réalisons pas à quel point les enfants ont besoin de bouger. Et puis, il y a toute cette violence directe envers les enfants, toute cette cruauté, que finalement on trouve presque normale. Les violences éducatives ordinaires, elles sont très peu finalement remises en cause, parce que globalement, on se dit, bon, il n'y a qu'à regarder, il y a des guerres partout, les violences conjugales, les violences... En fait, l'humain est violent. Et on nous a fait croire ça. On nous a fait croire depuis des lustres que l'humain était fondamentalement violent. Et donc, il naît même violent. Il naît pervers, polymorphe, il naît avec toute cette cruauté, cette agressivité, ce désir de vous dominer dès qu'il est tout bébé. On a cru ça pendant des années. Vous vous rendez compte comment on a cru ça? Alors que la science, elle nous dit, ah ben non, pas du tout. La réalité, c'est que l'enfant est profondément empathique. Il est profondément moral. Il est profondément attentif aux autres et au bien-être des autres. Alors comment ça se fait que nous naissions naturellement empathiques et donc dans la connexion, dans le désir d'aimer et d'être aimé, et qu'on aboutisse à autant de violence partout, partout? Eh bien, c'est une grande question qu'on se pose. On nous a dit que c'était naturel, ça n'est pas naturel. Et la raison fondamentale pour laquelle nous pouvons agresser, violenter, blesser un autre humain, c'est tout simplement parce que nous sommes dissociés. On a dit que les humains étaient irresponsables, qu'ils étaient violents de manière intrinsèque, c'est faux. En réalité, nous sommes juste dans un processus, victimes d'un processus de dissociation. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Lorsque nous vivons un stress intense, nous subissons une violence. Alors, dans notre cerveau, ça disjoncte. Et à ce moment-là, l'émotion est séparée du vécu. On isole et on encapsule la souffrance parce que c'est trop dur. En fait, on en mourrait si on sentait ce qui se passe quand on est frappé par un papa, violé. Si on le sentait, on serait annihilé. Alors, on se débrouille pour ne pas sentir. On enferme ça, on enferme la blessure, on enferme la douleur, on la met quelque part dans notre cerveau et
elle est juste encapsulée. Oh, on l'oublie, ça s'appelle l'amnésie traumatique. De temps en temps, ça va ressortir, de temps en temps, on sent qu'il y a comme une vague de souffrance, de douleur. On ne sait pas d'où ça vient, tiens, pourquoi je vis ça?